et de personnalités intéressantes et collées à l'actualité. Ce jeudi soir, nous étions en contact avec la matriarche Sarah, en rapport avec l'actualité, j'allais dire, juive de la semaine, judaïque. Et ce matin, nous sommes en contact avec l'actualité israélienne et j'allais dire mondiale, puisque nous allons parler un petit peu du Covid. En Israël, plus couramment, on l'appelle le coronavirus. Et la relation parent-enfant, et un peu parler de la façon dont en Israël, on a abordé cette problématique et cette question. Nous avons comme invité aujourd'hui mon ami David Gradovitch, que je salue et qui vient d'accepter en direct d'Ashdod aujourd'hui de nous apporter de sa longue expérience de contact et de professionnalisme face à la relation parent-enfant par rapport et aux nouveaux immigrants et de façon générale dans le monde informel, de l'éducation informelle dans ce domaine. Donc, voilà, je veux avant tout remercier l'équipe professionnelle qui organise régulièrement ces rendez-vous avec vous. Naftali Lévy, dont je porte le nom aujourd'hui à travers sa page sur Internet, et Yasmine Manaim, la directrice des programmes Israël s'invite chez vous en France, et qui fait des efforts depuis déjà plus de 6 mois pour vous trouver un maximum de sujets et d'échanges intéressants. Donc, David prendra la parole dans quelques instants, et par la suite, vous pourrez poser vos questions sur le chat en bas de votre écran, vos remarques, vos questions auxquelles nous essaierons tout au long de l'intervention et surtout en fin d'intervention de répondre. Donc vos micros seront fermés, on s'en excuse auparavant. C'est pour permettre d'avoir une meilleure écoute et moins de brouhaha sur la ligne. Voilà, sans plus attendre, donc je passe la parole à David Gradovitch. Bonne semaine, Shavua Tov, et à très bientôt. En tout cas, on se retrouve au moins dans une bonne demi-heure. Toda Rabba. Alors, je vais d'abord vous dire bonjour et ça me fait plaisir de voir Avi, de voir Moshe, Yasmine, que je n'ai pas l'occasion de voir ces derniers temps. Je me présente, je m'appelle David Gradovitch, je travaille à la municipalité d'Ashdod dans le cadre d'un centre de parentalité. On va dire ça, c'est pas quelque chose de très connu en France, mais c'est plutôt américain, il faut dire la vérité, et c'est conseiller parental. Alors, pour définir un petit peu ce métier qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, du service psychologique du ministère de l'Éducation nationale, je dirais qu'on est entre l'assistant social et le psychologue. On est là pour aider les parents à trouver des réponses aux questions qu'on se pose en tant que parent à tout âge. Alors, il est bien évident que c'est un métier qui nous permet d'être très proche des parents, d'être très proche de l'éducation des enfants et d'être là en soutien aux parents par rapport à un tas encore une fois, un tas de questions qui se posent à tout âge. Bien évidemment, on peut penser à l'enfant qui passe du GAN, de la maternelle à l'école primaire, à l'enfant qui est à l'époque de l'adolescence, pas facile. Alors tout ça, tous ces problèmes-là ne sont pas faciles pour des parents en termes généraux, au jour le jour, et bien évidemment encore moins à l'époque du coronavirus. Donc, pour moi, c'est une belle occasion de pouvoir parler directement avec des parents en France et peut-être même quelque part apprendre aussi. Parce que nous, mon terrain de travail, ce sont les parents israéliens, aussi les parents Olim Hadashim, nouveaux émigrants, mais c'est aussi intéressant, on apprend énormément au contact de ce qui se passe dans d'autres pays. Et j'espère pouvoir vous donner un peu le point de vue israélien, la manière dont nous essayons de de vivre, on va dire ça comme ça, avec cette nouvelle réalité, une réalité en mouvement, comme c'est écrit devant vous, et de voir comment on peut avancer et essayer de ne pas être dominé par cette réalité du coronavirus, mais essayer nous-mêmes de la dominer, cette réalité. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout parce que ça nous change totalement notre vie. Tout ce que nous connaissions avant devient presque absolu, on va dire ça comme ça. Si avant on disait à nos enfants de rester peu sur les écrans, essayer d'éviter les écrans, de ne pas être tout le temps sur ordinateur ou sur jeu internet ou sur notre portable, là, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire?
Ben, on n'a pas le choix, on est beaucoup à la maison. Beaucoup de cours, je ne sais pas en France, mais je pense que c'est la même chose, sont par le Zoom. Donc, on ne va pas à l'école, ou on va moins à l'école, ou on reste moins d'heures à l'école, ou si tout d'un coup on est confiné, on n'y va pas du tout. C'est ce qui se passe en Israël actuellement pour pour la plupart des élèves. C'est-à-dire CM1, CM2, on est revenu à l'école il y a 2 semaines et on se pose la question de savoir pour combien de temps. On essaye de trouver des solutions pour les élèves plus âgés et bien évidemment pour les premières terminales qui ont leur baccalauréat à préparer. Et pour l'instant, on est un petit peu dans le confus. Dire que chaque jour amène une nouvelle décision. Et on a du mal, nous les parents, à vivre dans une réalité qui est impossible à dominer, qui est incertaine. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on nous change tout, on nous dit oui, on nous dit non, on nous dit peut-être. Et là, le rôle des parents devient encore plus primordial. Si déjà avant, l'école était un soutien par rapport à l'autorité parentale, par rapport à nos enfants, on savait quoi faire avec nos enfants, c'était simple, relativement, bien évidemment, mais au moins clair. Le matin, on se lève, on va à l'école, on revient de l'école, on fait des devoirs, une journée normale. Aujourd'hui, la journée normale est totalement confuse. Et, euh, et il faut trouver dans cette confusion le moyen de dominer cette réalité. Alors, je rentre déjà vraiment dans le vif du sujet pour aller vraiment de l'avant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire et en 1 heure, ça me paraît, c'est court, mais on va essayer. Alors, comment réagir? Comment réagir à nos enfants qui nous disent, un, on s'ennuie, deux, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, trois, j'ai pas envie de rentrer sur le Zoom si je dois aller en cours, quatre, j'ai envie de sortir avec mes copains, non, on peut pas, il faut mettre le masque, il faut pas mettre le masque, on a le droit d'aller au cinéma, il n'y a pas de cinéma, restaurant par restaurant, tout ce qui était avant notre réalité disparaît. Alors, comment réagir? Alors, la première chose, et ça, je crois que il faut le mettre en grand devant nous, l'écrire en grand devant nous, nous les parents, nos enfants euh, nous regardent. C'est-à-dire que nous devenons leur modèle. C'est-à-dire que si nous, le matin, pour beaucoup de parents en Israël en tout cas, c'est encore jusqu'à aujourd'hui leur réalité, ne travaillent pas. Avant le coronavirus, au mois d'août, on avait 4% de chômage, c'est-à-dire, pour ainsi dire, il n'y avait pas de chômage en Israël. Aujourd'hui, nous sommes à 24% de chômage. C'est-à-dire que déjà dès le départ, 20% de la population, 20% des parents, en plus, ne vont pas travailler. Alors, ok, on ne va pas travailler, mais c'est pour ça que ce n'est pas pour ça qu'on ne fait rien. Mais si nos enfants nous voient, nous, le matin, rester au lit, ne pas bouger, attendre, être nous-mêmes un petit peu angoissés, ils vont réagir de la même façon. Et donc là, l'importance pour nous, les parents, avant de parler des enfants, de nous regarder en face et de bien comprendre que notre modèle, que notre façon de nous conduire à nous, les parents, c'est ce qui va engendrer pour beaucoup la façon de se conduire de nos enfants, à tout âge, à tout âge. Ça, c'est vraiment, il faut être clair. Le petit de 6 ans ou le grand de 16 ans nous regarde et vont se conduire d'après notre conduite. Alors, comme je vous l'ai dit, il réagit dans un monde perturbé. Si avant, il y avait certaines choses, on avait des conflits avec nos enfants, on a toujours des petits conflits, toujours des problématiques, je veux, je ne veux pas, j'aime pas cette prof, j'ai trop de devoirs, j'ai pas envie, etc., etc. Dans un monde perturbé, sans vraiment de repères, nous sommes obligés, nous les parents, de recréer des repères et sur le tas. C'est-à-dire que dans une dynamique qui nous oblige à nous renouveler tous les jours et à renouveler et à créer et à renouveler ces repères comme de nouveaux repères. Alors, encore une fois, je reviens là-dessus, faire attention à notre conduite. Nous sommes le modèle. OK? Alors, construire une organisation fixe pour la journée entière. Alors, c'est ce qu'on a au début du corona. On était tous, tous les éducateurs, les conseillers parentaux sur Internet. On a écrit, on a envoyé à tous les parents comment faire un emploi du temps fixe pour nos enfants du matin au soir. Voilà, vous vous asseyez avec vos enfants, vous faites un accord avec eux, on se lève à 8 heures du matin, on prend le petit déjeuner ensemble,
si on doit aller à l'école, on y va, mais si on doit rentrer sur Zoom, on rentre sur Zoom. On leur construit vraiment une nouvelle journée par rapport à confiné, pas confiné, ou par rapport à toutes les frontières que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale nous oblige à suivre. Alors, beaucoup de parents m'ont dit, David, c'est très sympathique, on a essayé, mais ça ne marche pas. En tout cas, avec la plupart des enfants israéliens, ça ne marche pas. Et je ne crois pas que ça soit totalement différent avec les enfants en France. Essayer de créer un emploi du temps fixe sans école, c'est très, très, très difficile. Je pense à nous les adultes, se faire un emploi du temps quand on n'a pas de travail ou quand on ne va pas au travail, c'est aussi très compliqué pour nous. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit facile pour nos enfants. Alors on leur a donné ce bon conseil. C'est un super bon conseil, mais qui est presque impossible à suivre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut l'abandonner. Parce qu'à un moment donné ou un autre, le coronavirus, j'espère, le plus tôt possible, va disparaître. Mais ce qui ne va pas disparaître si facilement, ce sont les résultats, les conséquences par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes, d'avoir vécu pendant des mois et des mois dans l'incertitude, dans le non connu, sans vraiment de repères, et de retourner tout d'un coup du jour au lendemain. Ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain, mais de retourner vers quelque chose de beaucoup plus fixe, vers essayer de recréer, on va dire ça comme ça, l'ancien monde. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera entièrement. Je pense qu'on va vers un nouveau monde d'après le coronavirus, avec pas mal de changements. Un des changements, bien évidemment, c'est le Zoom, par exemple, mais il y aura bien évidemment d'autres changements. Donc, il faut essayer d'atténuer les conséquences du coronavirus au niveau de l'organisation de la journée de nos enfants. Donc, alors, fixer du matin au soir, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit possible. Mais il faut parler. C'est l'occasion, on est beaucoup plus à la maison, on sort beaucoup moins. Donc, c'est une occasion, peut-être une super occasion, d'avoir de nouveaux rapports avec nos enfants et de parler avec eux, une chose qui n'est pas toujours à l'ordre du jour avant le coronavirus. Là, nous avons cette possibilité. Et il faut absolument l'exploiter. Alors, parler aussi des études, parler de leurs obligations, mais tout ça doit être fait dans le dialogue. OK? Alors, si déjà avant le coronavirus, par exemple, dans la journée, manger, faire un repas ensemble était quelque chose d'évident, il faut que ça soit encore plus évident aujourd'hui. Le repas ensemble de la famille est l'endroit où on se rencontre, est l'endroit où on peut communiquer et pas juste manger, essayer de demander à nos enfants et à nous-mêmes d'ailleurs, de ne pas être sur les portables à ce moment-là où on est tous ensemble. De demander, de voir avec les enfants qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent faire demain. Ça nous permettra de mettre certaines limites et de réorganiser un minimum la journée de nos enfants. Bien évidemment, si on arrive à organiser et encore plus, et encore plus, et encore plus, c'est super. C'est-à-dire qu'un emploi du temps fixe est quelque chose de primordial pour nous et pour nos enfants. Donc, essayez de le faire pour mieux vivre le coronavirus et essayer de le faire pour que par la suite, quand on reviendra vers un emploi du temps fixe, ça soit plus facile de retourner vers cet emploi du temps. OK? Alors, les relations interpersonnelles et personnelles avec d'autres personnes sont vraiment un besoin fondamental. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Avant, la première chose qu'on disait à nos enfants, c'est sors de ton ordinateur, va voir un petit peu tes copains, va jouer au foot, fais quelque chose, ne sois pas seulement bloqué ou enfermé chez toi à la maison ou dans ta chambre. Là, on dit exactement l'inverse. Alors, je sais qu'en France, ce n'est pas partout obligatoire le masque, mais en Israël, le masque est obligatoire tout le temps et partout. Et c'est intéressant. Avant, on disait aux enfants d'aller vers les personnes et pas se cacher. Là, maintenant, on est exactement à l'inverse. On leur dit, mettez un masque et éloignez-vous des personnes. Alors, cet éloignement n'est pas seulement un éloignement physique, il devient aussi un éloignement culturel, social, psychologique.
Et là, il faut faire très, très, très attention. Nos enfants ont besoin, et nous aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que quand je parle, encore une fois, les mêmes choses que je dis aux enfants, que je dis par rapport aux enfants, il faut les voir aussi pour nous les parents. C'est-à-dire que si on dit à nos enfants, il faut absolument essayer de rencontrer tes amis, alors on essaye de dire d'un balcon à l'autre, c'est pas évident, bien évidemment. Même si c'est sur Zoom, même si c'est de temps en temps dans le cadre familial, essayez, bien évidemment, encore une fois, d'après les règles sanitaires, mais essayez d'avoir le maximum de rencontres personnalisées, de rencontres physiques avec, avec des amis, avec la famille, parce que sinon on s'isole de plus en plus. Et à partir du moment où on s'isole de plus en plus, l'angoisse, le renfermement, tout peut monter. Et on est présent en Israël, encore une fois, je suppose que la même chose en France, avec des problèmes psychologiques qu'engendre le coronavirus chez nous et chez nos enfants. On parle d'une montée un petit peu, même des suicides, ou pas vraiment des suicides, mais d'enfants qui parlent de suicide, d'enfants qui deviennent angoissés, pas tellement par le coronavirus, mais par l'isolement. Je crois qu'on a parlé de l'isolement des personnes âgées, ce qui est tout à fait vrai. Là, on nous a même à la limite forcé de mettre nos parents, les personnes âgées vraiment en isolement. Mais cet isolement n'est pas que envers les personnes âgées, il est aussi envers nous-mêmes. Nous voyons moins de personnes. Et envers nos enfants, qui sont de moins en moins en rapport avec leurs amis ou avec les cousins et les cousines. Donc, comme il y a une conséquence psychologique sur les personnes âgées, il y a une conséquence psychologique sur nous et sur nos enfants. Donc, il faut être présent, il faut le savoir. Alors là, notre rôle, encore une fois, en tant que parent, n'est pas de remplacer les amis, mais d'être là. Et de savoir, si j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait énormément parler, c'était l'occasion de parler avec nos enfants, pour cette raison-là, c'est encore plus indispensable de parler de parler avec nos enfants. Ils sont isolés, ok? Alors, il faut laisser l'enfant aussi choisir, ok? C'est-à-dire qu'on n'est pas là tout le temps à pousser nos enfants, on est là aussi à l'écouter et à essayer de voir si on peut aller avec les choix de l'enfant. C'est-à-dire que bon, si l'enfant nous dit non, je ne veux jamais sortir, alors il faut trouver le moyen, comprendre pourquoi il ne veut pas sortir. Il y a des enfants vraiment qui ont peur du coronavirus. Alors, en termes général, je ne crois pas que si les parents ne sont pas trop angoissés par la peur de la maladie, nos enfants le seront moins. Encore une fois, je reviens sur la première règle que j'ai donnée tout à l'heure. Nous sommes des exemples pour nos enfants. Plus ils seront angoissés, plus ils le seront. Mais à part l'angoisse de la maladie, il y a vraiment, encore une fois, l'isolement. Et essayer de laisser le choix à l'enfant, s'il veut encore une heure en plus rester sur son ordinateur à jouer, on peut se permettre d'être plus flexible, mais ne pas abandonner l'enfant à l'ordinateur, ne pas dire bon bah il est occupé, il est dans sa chambre, il parle même avec ses copains par le biais de jeux internet, Fortnite ou d'autres jeux. Alors je ne suis pas contre, mais il doit y avoir aussi là des limites et vérifier ce que nos enfants font aussi sur Internet. Il y a énormément de bonnes choses sur Internet. Bon, je crois que ce message-là a été dit bien avant le coronavirus et ne peut être que redit pendant cette période de Covid-19. Nos enfants sont énormément sur Internet. Il faut quand même vérifier ce qui se passe là-bas, ok? Ne pas laisser le champ libre totalement. Alors, là aussi, c'est une occasion. Est-ce que nous connaissons vraiment le monde de nos enfants? Est-ce que nous connaissons les jeux de nos enfants? Est-ce que nous avons essayé de jouer avec eux? Alors, bon, souvent, leurs jeux ne sont pas des plus intéressants pour eux, certainement, mais pas pour nous. Ou moins intéressants pour nous. Mais malgré tout, au moins de savoir sur dans quel jeu ils rentrent, sur quel site ils voyagent sur Internet et d'essayer d'être avec eux. OK?
très, très important. Alors, euh, c'est difficile en période de coronavirus de voir le positif. Le positif, il se cache, ok? Mais là, il faut faire absolument des efforts. Encourager nos enfants, c'est nous encourager nous-mêmes et aller chercher peut-être d'une façon beaucoup plus profonde où encourager nos enfants. D'abord, s'il y a quelque chose qui est fait, voir le positif et en parler à haute voix, ok? C'est-à-dire que pas seulement dire, penser que mon fils a fait quelque chose de super sympathique. Non, non, il faut le dire peut-être au repas. Oui, Yossi a fait je sais pas, un dessin, a fait un travail, et il va vous le montrer. En parler des choses qui sont faites, en parler à haute voix et en parler avec toute la famille et de tout le monde. C'est-à-dire que si papa, si maman ont fait quelque chose qui peut intéresser les enfants et qui est bien évidemment positif, en parler à haute voix. Pas seulement faire les choses, mais les dire aussi. C'est super important, surtout dans une période où la communication est un petit peu, encore une fois, est mise en veilleuse par le fait qu'on voit beaucoup moins de personnes. OK? Alors, en général, surtout quand on parle du scolaire, ce que je vais dire d'ailleurs, je le dis encore une fois, la plupart des choses qui vont être dites sont dites aussi avant le coronavirus, mais encore plus d'une façon intense dans cette période-là. Encourager les progrès, les efforts. Alors, encourager le progrès, les efforts, pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, on a tendance à aller directement vers les résultats. Qu'est-ce que tu as eu comme note? Et à partir du moment où on parle des notes, on dit ah ben c'est bien ou c'est pas bien. Euh, et donc on s'occupe en général que des résultats. Non, pour encourager un enfant, il faut parler aussi des efforts qu'il a fait, des progrès qu'il a fait, même si des fois, ou si souvent, j'espère moins souvent, le moins souvent possible, les notes ne suivent pas toujours. Euh, pour que les notes s'améliorent, il faut que l'enfant se sente encouragé aussi par rapport aux efforts qu'il a fait. Et là aussi, ça doit être dit à haute voix. Ah, je vois que cette fois-ci, pour préparer ton examen en mathématiques, tu as travaillé pas une demi-heure, mais tu as pris du temps et tu as travaillé 1 heure. Alors, peut-être qu'1 heure, c'est pas suffisant. Peut-être qu'on aimerait bien qu'il travaille 2 heures. Mais s'il est passé d'une demi-heure à 1 heure, c'est déjà pas mal. Il a fait des progrès, il a fait des efforts. Même si encore, on n'en est pas encore à avoir des bons résultats, il faut absolument, pour encourager les enfants, parler de leurs progrès et parler de leurs efforts. OK? Avec nos enfants, quand on parle d'encourager nos enfants, il faut s'asseoir avec eux. J'ai dit tout à l'heure, discuter avec eux. J'ai dit tout à l'heure, être un modèle, mais aussi planifier des programmes. Mais planifier des programmes à court terme, des programmes qu'on sait qui vont être possibles à réaliser. C'est-à-dire que parler de programmes irréalisables, ou parler, on va partir en vacances, oui, les vacances qu'on n'a pas eu l'année dernière, on va les faire, on ne sait pas. Donc, de ne pas parler de choses ou de préparer des programmes, on peut aussi à long terme. Alors là, il faut bien préciser que c'est à long terme. Mais il faut absolument faire le maximum de programmes à court terme pour permettre aux enfants de les réaliser. Alors, c'est quoi des programmes à court terme à la maison où on est enfermé? Ça peut être vraiment dessiner ensemble, ça peut être l'occasion d'écouter de la musique ensemble, de connaître les goûts de nos enfants. Je ne suis pas persuadé que tous les parents connaissent ou apprécient la musique que nos enfants écoutent. Alors, apprécier, je ne sais pas, mais au moins savoir et écouter, faire quelque chose un petit peu avec eux dans des domaines qui avant peut-être nous passaient un petit peu à côté. C'est l'occasion de mieux connaître le monde de nos enfants et de faire avec eux des programmes à court terme. Ça peut être cuisiner ensemble, ça peut être me mettre encore une fois, voir un film ensemble, un documentaire ensemble et discuter. Encore une fois, le secret de tenir la route, comme on peut dire, à cette époque de coronavirus, avec nos enfants, c'est de discuter. Alors, c'est pas toujours facile. Hein. Nos enfants sont pas toujours prêts. Oh, laisse-moi tranquille, encore.
Donc, il faut être très créatif et essayer de réfléchir à des idées par rapport à ces programmes à court terme qui peuvent être suivis par nos enfants. Et pas seulement penser à des choses que nous aimons, surtout penser à des choses que nos enfants aiment et qui pourraient être réalisables à la maison. OK? Alors, le langage. Alors là, je passe à autre chose au niveau du langage. Au niveau du langage, on a notre façon de parler avec nos enfants au jour le jour et elle ne convient pas obligatoirement, cette façon de parler, au coronavirus. C'est-à-dire qu'on a une façon directe et des fois, c'est vrai, il faut aussi le dire, nos enfants sont des fois un petit peu, bon, ben, on va dire ça comme ça, un petit peu lourd et on en a assez, et puis ils sont tout le temps en train de râler, et peut-être, certainement, à cette époque-là où on sort moins, où on ne va pas en vacances, on va pas souvent, on peut pas aller souvent au restaurant, on est souvent confiné, la tension peut monter à la maison, et nous les parents, des fois, on peut perdre aussi un petit peu patience. Donc là, il faut faire d'énormes efforts pour essayer de changer un petit peu notre façon de parler avec nos enfants, le dialogue, et d'essayer de calmer le jeu, de calmer la situation, d'éviter au maximum les conflits. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire les choses. Bien évidemment, si on a un reproche, une demande à faire à nos enfants, bien évidemment, il n'y a aucune. S'ils dépassent les limites, si on doit à la limite, je ne dirais pas les punir, mais les remettre un petit peu à leur place, il faut le faire. Mais peut-être il faut trouver un langage différent. Vous voyez, je vous ai mis quelques exemples en face sur, sur l'écran qui nous permettent un petit peu de changer les dialogues et je vais m'expliquer. Alors, on va prendre un petit, il pleurniche toute la journée, il est là à râler contre son grand frère, à râler contre sa petite sœur, et à pleurnicher et à être dans mes baskets et à pleurnicher toute la journée. À un moment donné ou un autre, ça peut arriver, ça doit arriver, arrête de pleurnicher. Alors, à partir du moment où on dit ça à un enfant, à un petit, même à un plus grand, il est certain qu'il va être vexé. Réfléchissez un petit peu nous-mêmes, les parents, si on nous disait arrête de râler toute la journée dans notre langage d'adulte, on n'a pas du tout envie d'entendre ce genre de réflexion, qui à la limite peuvent être tout à fait vraies, c'est-à-dire que arrête de pleurnicher, arrête de râler toute la journée, bon, à un moment donné ou à un autre, ça peut être dit. Mais ça n'engage pas du tout le dialogue avec l'enfant, et à mon avis, avec mon expérience, ça n'arrête pas le pleurnichage, ou ça n'arrête pas l'enfant qui râle toute la journée. Vous voyez ce que j'ai écrit de l'autre côté? Je vois que ce n'est pas facile. Alors, à partir du moment où l'enfant pleurniche toute la journée, donc ça veut dire que ce n'est pas facile, qu'il n'est pas bien, qu'il est dans une journée difficile, qu'il aimerait faire un tas d'autres choses et qu'il n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas facile pour lui. Mais à partir du moment où je lui dis, je vois que ce n'est pas facile pour toi aujourd'hui, d'abord, je calme le jeu, j'évite le conflit et je peux essayer d'engager le dialogue. Et à partir du moment où je peux essayer d'engager le dialogue, où j'arrive à engager le dialogue avec l'enfant, je peux peut-être lui proposer quelque chose. Je peux peut-être lui proposer une autre activité, seul, avec moi, avec son grand frère, mais je peux proposer quelque chose. À partir du moment où je lui ai dit arrête de pleurnicher, ça ne va pas arrêter, à moins que je crie très fort et que là, il soit très vexé et qu'il claque la porte ou il se met dans un coin et ne parle plus. Bon, on aura peut-être du silence pendant une demi-heure ou une heure, mais on n'aura pas une bonne ambiance à la maison. Je vois que ce n'est pas facile pour toi, est une phrase qui permet d'ouvrir le dialogue et de proposer quelque chose. Arrête d'avoir peur. On peut avoir peur du coronavirus, on peut avoir peur d'un tas de choses, et il est certain que dans une période d'angoisse qui n'est pas tout à fait, qui est hors de l'ordinaire, il y a certaines peurs à tout âge. Encore une fois, on a tendance à penser que c'est les petits qui vont avoir peur. Croyez-moi que les adolescents n'ont pas moins peur, ils ont peut-être peur d'autre chose ou différemment, mais les peurs existent aussi. Les mêmes peurs qu'on a en tant qu'adolescent avant le coronavirus,
on les a pendant le coronavirus, c'est pas plus. Donc, arrête d'avoir peur, ça ne fonctionne pas. Par contre, de dire on a le droit d'avoir peur et après essayer d'ouvrir le dialogue sur cette peur peut faire avancer les choses. Ok? Encore une fois, ne pas avoir des phrases qui ferment le dialogue, mais des phrases qui ouvrent le dialogue. C'est pas facile. Ok. Si je dis à un enfant c'est pas facile, il y a des chances qu'il n'y arrive pas. Si c'est pas facile, donc c'est difficile. Si c'est difficile et que j'ai pas envie de faire beaucoup d'efforts, ben je vais pas y arriver. Par contre, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as la force, que tu as les capacités d'essayer de résoudre le problème. Encore une fois, j'ouvre le dialogue et j'ouvre la possibilité de lui dire, est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? Je vous rappelais tout à l'heure, j'ai parlé de laisser le choix à l'enfant. Mais encore une fois, vous voyez, toutes les phrases que j'emploie sont des phrases d'ouverture. Ok? Je continue, ne me dérange pas. À un moment donné ou à un autre, je suis moi-même sur Zoom, je suis moi-même en train de discuter avec une amie au téléphone, etc. Ou je suis en train de lire, ou je suis en train de faire un tas de choses pour moi. Pour moi, en tant que parent, j'ai besoin aussi de 5 minutes de tranquillité. Ne me dérange pas. Encore une fois, on met l'enfant dans un coin et on n'a aucune possibilité d'ouvrir le dialogue avec lui. Par contre, si on lui dit ne me dérange pas, je lui dis, tu sais quoi, je sens que tu veux me parler, tu as quelque chose à me dire, je me libère dans. Ok, je me libère dans une demi-heure. Tu vois, je suis sur le Zoom, je suis avec quelqu'un au téléphone, je travaille, je me libère dans une demi-heure et là, on aura le temps de parler de ce que tu voulais me parler maintenant. Ok? Alors, calme-toi. Aussi, c'est la même idée, c'est la même idée. Encore une fois, ce sont des phrases que l'on dit à longueur de journée. Ah, allez, calme-toi, ça suffit avec tous ces cris, ça suffit, calme-toi, arrête d'embêter ta soeur, arrête d'embêter ton frère. Euh, en général, le résultat est à l'inverse. Au lieu de se calmer, les enfants en remettent encore une couche et on continue et on continue. On arrive même des fois un petit peu, je ne dirais pas de la violence, mais les vraies disputes, et on n'arrive pas à les arrêter. Au contraire, il faut qu'on crie encore plus fort. Alors, encore une fois, avant le coronavirus, on crie un petit peu, les enfants sortent, bon, il y a d'autres choses à faire. Là, souvent, tout reste à l'intérieur. On n'a pas le moyen de faire autre chose. On n'a pas le moyen de dire, bon, ben, on va aller dans les grands supermarchés, on va aller dans les grands magasins. En Israël, tout était fermé. Les centres commerciaux sont fermés, ce qui est souvent une bonne possibilité d'un peu de prendre l'air. On ne peut même pas, on ne peut rien faire. Donc, à partir du moment où le confinement nous oblige à rester encore plus à la maison, l'histoire de dire à un enfant calme-toi, à mon avis, ne fait qu'envenimer les choses et on ne va pas très loin. Par contre, je peux t'aider. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu une manipulation. Je peux t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Et après dire ce que je pense. Ah oui, je vois que tu es en train d'avoir un problème avec ta petite sœur. Comment on peut résoudre le problème? Calme-toi. Encore une fois, on met l'enfant dans un coin. Je peux t'aider. Je peux vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Venez, on voit ensemble. Peut permettre d'ouvrir le dialogue. Alors encore une fois, le dialogue. Je ne suis pas d'accord. Là, on va faire un petit peu plus rapidement. Je ne suis pas d'accord. Encore une fois, je dis à un enfant, je ne suis pas d'accord, tu ne feras pas ça, ça et ça. En général, si l'enfant a un petit peu de caractère, le mot je ne suis pas d'accord crée tout de suite le drame. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit de vouloir faire X, mais moi, je préfère que tu fasses Z et on fera Z. C'est différent. Je lui ai donné le droit, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de penser, il a le droit de vouloir, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire. Alors là aussi, on garde les limites, mais on change le dialogue. Okay? Au moins, on lui a donné le droit d'être contre mon avis. Mais ça ne veut pas dire que je vais changer d'avis. Tu peux essayer de me convaincre. Mais encore une fois, mon avis en tant que mère, en tant que père, c'est ce qui sera fait par la suite. Mais j'ai changé le dialogue. Ne sois pas triste. Ça aussi, ne sois pas triste. Ben, si je suis triste, je suis triste. Hein. Je suis un enfant, il s'est passé quelque chose. Encore une fois, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone, avec une copine, et elle,
voilà, ça n'a pas été très sympathique cette discussion, je suis triste. Ne sois pas triste, ça ne sort pas l'enfant de la tristesse, ça ne fait pas évoluer l'enfant vers quelque chose de positif. Je vois que tu es triste, viens, on en parle, ça peut changer les choses, ok? Et le dernier, ne dis pas ça. Bon, à longueur de journée, je suppose que ça doit être chez pas mal de parents. Les gros mots, ça doit exister aussi chez vous, je pense de la même façon que chez nous. Et on a tendance tout de suite à dire, bien évidemment, arrêtez, arrête de dire des gros mots, arrête d'insulter ta sœur. En général, encore une fois, même s'il le fait, alors il faudra que je crie très fort en tant que maman ou papa pour qu'il arrête, s'il est très énervé, d'insulter sa sœur. Mais par contre, si je lui dis, tu sais quoi, j'aime pas du tout ce que tu as dit, essaye de trouver autre chose à dire à ta sœur pour lui faire comprendre que tu n'es pas très content maintenant. Encore une fois, ouvrir le dialogue avec nos enfants, c'est la seule possibilité qu'on a en termes généraux, à mes yeux en tout cas, l'éducation de nos enfants au XXIe siècle passe énormément par la parole, passe énormément par le dialogue. Et pendant le coronavirus, Covid-19, comme vous dites en France, c'est encore plus important. La communication devient notre outil principal pour pouvoir communiquer, pas seulement par bon ben tu reviens à 4 heures, tu reviens à 5 heures, tu vas à l'école. On a perdu énormément d'outils. Donc c'est le moment de se servir de nouveaux outils basés sur la communication, basés sur l'ouverture, tout le temps. Ça nous demande énormément d'efforts. Hein. J'en suis conscient, c'est-à-dire que je suis là en train de vous donner des conseils qui sont peut-être, je suppose que vous les trouvez pas si mauvais que ça, ou même bons, mais je sais que c'est pas évident et que ça nous demande à nous les parents énormément d'efforts. Mais on n'a pas le choix. Je vous le dis très franchement, on n'a pas le choix. On ne veut pas payer les conséquences, les prix énormes au niveau psychologique, social, qu'on paiera par la suite par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes. Donc, il faut énormément faire des efforts. Et je n'ai pas le choix que de vous pousser à faire ces efforts, de vous demander à faire ces efforts, parce que sinon, on va un petit peu, je dirais pas vers la catastrophe, je ne veux pas être non plus trop pessimiste, mais je suppose que par la suite, par rapport à vos questions, on va voir que que toute la description de la réalité est une description tout à fait réelle de ce qui se passe au jour le jour à la maison. Alors, là, je passe encore à autre chose. Trouver les forces. Voilà. Alors là, c'est peut-être un petit peu comment trouver des forces pour faire ces efforts. OK? Là, il faut vraiment être créatif. Il faut vraiment être créatif et aller chercher au fond de soi-même, nous, en tant que parents, des forces qu'on a oubliées peut-être, des choses qu'on ne sait plus et qu'il faut réveiller ou créer. Mais être très créatif, c'est-à-dire quoi? Apprendre de nouvelles choses, c'est une possibilité. Rentrer avec nos enfants sur Internet, choisir un sujet qui peut intéresser nos enfants et nous intéresser nous. Ça peut être apprendre à cuisiner, je sais pas, un repas, un plat particulier. Ça peut être s'intéresser à des projets scientifiques. Ça peut être voyager sur Internet. Il y a énormément de conférences qui nous permettent d'aller visiter d'autres pays, de faire ça ensemble, de faire des voyages avec des animaux, un tas de choses. Essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et pour nous les parents et pour nos enfants, essayer de vérifier des domaines dans lesquels on est fort, dans les domaines qui nous intéressent. Alors si moi je suis quelqu'un, là j'ai redécouvert, je vous dis très franchement par exemple, pour moi personnellement, j'ai redécouvert que j'aimais jouer aux échecs. Je l'avais totalement oublié, ça faisait des années que je n'avais pas joué aux échecs.
qu'est-ce que j'ai fait avec mes petits-enfants, pas avec mes enfants, mais avec mes petits-enfants, j'aurais appris à jouer aux échecs. Eh bien, croyez-moi, je suis super étonné, mais ça marche. Ça marche. Tout d'un coup, je suis venu avec quelque chose que j'aime, qu'ils ne connaissaient pas, et qui a commencé à les intéresser. Alors, je ne dis pas qu'on va passer des heures et des heures à jouer aux échecs, mais chaque fois, essayer de trouver quelque chose dans notre passé ou dans notre présent qu'on peut développer avec nos enfants. Pour nous, personnellement, bien évidemment, c'est une occasion de lire beaucoup plus. On a du temps, on a souvent plus de temps, peut-être de pousser nos enfants à lire. Bien évidemment, alors là, on repart dessiner, écouter différents styles de musique, manger sainement. Alors là, c'est l'occasion de peut-être de s'asseoir tous ensemble et de réfléchir comment manger sainement et faire du sport, même du sport à la maison. On a absolument besoin, si j'ai parlé tout à l'heure des rapports personnels ou interpersonnels et des rapports physiques, de rencontrer du monde, dans une période de coronavirus, on bouge beaucoup moins. Et là, oui, on a tendance, bien évidemment, à manger plus de chocolat, plus de gâteaux. Et alors, si le coronavirus peut nuire à notre santé, nos attitudes à l'intérieur de la maison peuvent nuire aussi énormément à notre santé. Et tout est lié. Tout est lié. Si je mange trop de gâteaux, trop de chocolat, je me sens mal, je me sens grossi, je me sens pas bien dans ma peau, ça va influencer sur mes capacités d'être un exemple pour mes enfants. On est dans une boule de neige qui descend de la montagne et qui va créer peut-être au bout du rouleau une avalanche pas très sympathique. Donc là aussi, c'est pas mon domaine, exactement mon domaine pour donner des conseils au niveau de ce que c'est manger sainement et de faire du sport, mais c'est indispensable pour nous-mêmes et pour nous-mêmes en tant que parents, comme je l'ai dit au début, comme exemple par rapport à nos enfants. Si nous sommes tout le temps en train de regarder la télévision et à manger des petits gâteaux, nos enfants font la même chose. Si par contre, on demande à nos enfants de faire avec nous ou de nous montrer certains exercices physiques, peut-être qu'ils deviendront nos profs de sport à la maison. On peut rentrer sur Internet ensemble, chercher des exercices de sport qu'on peut faire à la maison ensemble. Ça existe, on trouve tout sur Internet. Et demander à nos enfants de eux devenir nos profs. Ça peut être intéressant de changer aussi de rôle. À un moment donné, leur donner à eux le rôle d'être eux, de donner eux, c'est eux qui nous donnent le mouvement. Donc, encore une fois, être créatif, trouver des forces à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, alors, il nous reste un quart d'heure pour des questions. Je vous assure que je peux continuer à parler encore pendant une heure, mais malgré tout, je suis très intéressé par le biais de Yasmine ou de, je ne sais pas, ou de Naftali, de recevoir et d'entendre des questions que les parents se posent. Tu m'entends? Oui, mais Oui, si tu peux parler on avait un petit fort, on problème entend assez technique. mal. D'abord, j'invite effectivement plusieurs personnes qui t'ont effectivement remercié pour ces conseils très importants et très à jour par rapport à la situation où on vit. Donc, j'appelle nos auditeurs, nos spectateurs, nous envoyer leurs questions par chat s'ils en ont. Personnellement, je voudrais dire, est-ce qu'on sent déjà aujourd'hui une incidence, est-ce qu'on peut déjà mesurer l'incidence de ces confinements sur les enfants, même sur du moyen terme, même si du fait que les parents ne sont pas tous déjà forcément prêts ou reçoivent ces conseils toujours malheureusement avec un peu de retard et n'ont pas toujours l'adaptation nécessaire à ce nouvel environnement qui nécessite une approche différente. Est-ce qu'on pense qu'il y a déjà eu des erreurs qui peuvent être importantes et qui ont été faites et qui tournent vers vous plus de personnes qu'avant au niveau du conseil et de l'orientation? Est-ce qu'il y a un prix à payer? Oh, il y a énormément de prix à payer. Alors, bon, je ne veux pas encore une fois être alarmiste ni pessimiste, mais nous-mêmes,
les éducateurs, les psychologues, nous apprenons sur le tas à réagir par rapport à quelque chose qui nous était un petit peu inconnu. C'est-à-dire penser à une pandémie, à être confiné à la maison, à changer les règles de vie, ce n'était pas évident pour nous non plus. Nous sommes vraiment en train d'apprendre en mouvement. Comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité est une réalité en mouvement, bien évidemment pour nous aussi. Il y a déjà des incidences, à la limite des fois même des cas dramatiques, hein, mais on ne va pas, encore une fois, pas dramatiser et pas être alarmiste, mais il faut être vigilant. Alors, vigilant au niveau d'un enfant qui se renferme, d'un enfant qui n'a pas envie de parler. Alors bon, mon fils n'était pas très… Alors, on nous pose la question, que faire d'un enfant qui ne veut plus sortir de la maison, par exemple, qui a commencé à rentrer dans une bulle du fait de cette déconnexion extérieure? Est-ce que ça peut être important, ou est-ce qu'il faut traiter, ou est-ce qu'il faut une période, je vais dire une attitude normale? Alors là, tout à fait, là, exactement. Alors, là, tu vois, là, Avid, tu me poses déjà une question directement avec un cas qu'il faut absolument être vigilant. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai commencé à dire. Si un enfant commence à se renfermer totalement, il faut être très, très vigilant. Il faut être là. Alors là, encore une fois, on ne peut pas forcer un enfant à sortir. OK? Mais par contre, on peut s'asseoir avec l'enfant, discuter avec l'enfant, un peu jouer, je ne dirais pas le rôle du psychologue, parce que c'est possible que par la suite, on aura besoin d'un psychologue si les choses ne s'arrangent pas. Mais jouer un petit peu, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, et prendre exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, le dialogue, discuter avec l'enfant, jouer avec l'enfant pour éviter qu'il s'enferme totalement dans cette bulle. Alors, sortir à l'extérieur, sortir de la maison, c'est peut-être une étape par la suite qu'il faudra essayer, ça peut être un but, mais ne certainement pas forcer l'enfant à sortir, mais oui, être avec l'enfant, jouer avec lui, dialoguer avec lui au maximum pour permettre après tout doucement de parler avec un copain au téléphone et de dire peut-être de faire venir un autre enfant à la maison, si c'est faisable, au niveau encore une fois des règles sanitaires, pour éviter, c'est primordial, l'isolement, éviter l'isolement. Alors, dans le même domaine, David, on nous demande la question des gens de notre génération, en tout cas de la génération au-dessus de celle de leurs enfants. Est-ce qu'on peut refaire venir les enfants? Est-ce qu'on doit les faire revenir au réel, même à travers les livres, l'écriture, le concret, en dehors du fait de les déconnecter des écrans, de pouvoir les ramener à une certaine réalité concrète des choses et pas seulement dans le virtuel? Est-ce que c'est une des choses qu'on doit faire pendant cette période de confinement, ou au contraire, si la vie de demain est appelée à être une vie virtuelle, ça ne sert à rien d'aller à contre-courant finalement, peut-être? Oui, on m'a posé la même question il y a quelques jours en me disant, mais David, tu dis qu'il faut aller absolument vers les rencontres et rencontrer du monde. Mais pourquoi faire? Actuellement, on travaille de la maison, on est de plus en plus, au contraire, il faut habituer nos enfants à s'isoler et à être capables de vivre en face des écrans. J'y crois pas. J'y crois pas, c'est-à-dire que c'est certain, il est certain que de plus en plus, on va aller vers travailler à la maison. On a passé une étape, même si on revient vers l'ancien monde, j'ai parlé tout à l'heure d'un ancien monde, il y aura un nouveau monde où les outils comme le Zoom ou le travail à la maison sera de plus en plus exploité. Mais il est certain, alors je n'ai pas encore entendu aucun psychologue dire que être isolé, c'est la bonne solution au niveau psychologique et au niveau affectif. Il faudra apprendre peut-être à conjuguer plus d'écran, mais absolument, il est primordial de continuer les rapports sociaux, les rapports affectifs avec la famille, avec les amis. Ce n'est pas jouable. L'être humain ne peut pas être enfermé 24 heures sur 24 en face d'un ordinateur. C'est possible qu'on va changer certaines règles, qu'on va changer certaines habitudes, que le confinement
en face de l'ordinateur deviendra de plus en plus, même sans coronavirus, deviendra de plus en plus un outil de vie, mais il ne peut absolument pas annuler les rapports sociaux et les rapports affectifs. Alors j'ai une question, en attendant qu'il y en ait d'autres, mais les questions que je ressens. Est-ce que le statut de parent a été affecté par justement cette vie un peu en vase clos entre parents et enfants, où le père, la mère ne sont plus sur leur lieu de travail, ont perdu un peu de leur statut social et se retrouvent finalement une longue période, j'allais dire à égalité un peu à la maison, chacun devant un écran. Est-ce il peut y avoir là aussi un changement relationnel dans la famille entre les enfants et les parents? Alors là, Avi, c'est très intéressant parce que aussi bien toi que moi, nous nous occupons énormément de nouveaux immigrants dans les Hadashim. Alors, je me sers un petit peu de cette idée par rapport aux Israéliens en leur disant, voyez, le coronavirus vous a sorti de vos règles classiques, de votre vie classique, et vous oblige à être, à changer et à évoluer et à être souvent beaucoup plus faible que ce que vous étiez avant, aussi bien au niveau du travail, aussi bien au niveau qu'être parent, qu'être frère et sœur, qu'être enfant, etc., etc. Et je leur dis, vous voyez, c'est un petit peu ce que ressent l'Olé Hadash, le nouvel immigrant, quand il arrive en Israël, la première année ou la deuxième année. Il ne parle pas l'hébreu, il a du mal à comprendre les règles, il n'a pas beaucoup d'amis, il est confiné chez lui. C'est pas du tout évident d'être nouvel immigrant. Pas tous, mais souvent, on passe des étapes de grandes difficultés, des fois de grandes solitudes. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe avec le coronavirus. C'est-à-dire que tous les parents dans le monde entier se retrouvent un petit peu dans la situation de l'Olé Hadash, du nouvel immigrant qui doit s'adapter, qui doit évoluer. Alors, on peut être positif ou négatif. Si on est négatif, on va rentrer dans l'isolement et un petit peu dans le stress. Voilà. Mais si on est positif, ça devient une opportunité. L'Olé Hadash qui est positif, le parent qui est positif par rapport au coronavirus, peut créer de nouvelles possibilités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il va dominer la situation, il ne va pas se laisser dominer par la situation, il pourra trouver des ouvertures en tant que parent, des nouvelles ouvertures en tant que parent et d'affirmer même sa parentalité d'une façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus proche de ses enfants à travers le dialogue, bien évidemment, et à travers des nouvelles choses qu'il va découvrir en lui-même. Encore une fois, ça demande énormément de se regarder, introspection à l'intérieur et de chercher des forces, des nouvelles forces et de nouvelles opportunités qu'on ne connaissait pas avant, Aussi bien, encore une fois, comme l'Olé Hadash qui arrive dans un pays où il ne parle pas la langue, à la limite, on peut dire le coronavirus nous oblige à créer un nouveau langage, à créer de nouvelles opportunités à l'intérieur de la maison. Donc, ça peut être négatif, ça peut être positif, ça dépendra de nous les parents et de trouver les forces, comme je l'ai dit tout à l'heure. David, voilà, il y a une question de Nava. Comment inciter et motiver les enfants à lire? Oui, je rajouterais à cette question. En fin de compte, je crois que cette période de vie commune entre les parents et les enfants, même si ce n'est pas une grande découverte, mais je crois que le choc a existé quand même, c'est que tout d'un coup, les parents ont découvert à quel point finalement la jeune génération est une génération écran totale. Excusez-moi l'expression soleil un petit peu. On est une génération aujourd'hui quasiment écran total où un enfant n'a plus d'autres références au niveau visuel qu'un écran, qu'il soit de portable, de téléviseur, de iPad, d'ordinateur ou autre. Je crois que les parents en ont pris un peu sur la tête quelque part en découvrant que s'ils pouvaient imaginer que l'enfant à l'école lisait, écrivait, tout d'un coup, ils découvrent que finalement, avec ce confinement obligatoire, 100% du temps d'un jeune aujourd'hui, quelle que soit son occupation, qu'elle soit ludique, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit personnelle, se fait à travers des écrans. Et donc, on a un petit peu ce retour et on a plusieurs questions qui reviennent dans ce sens-là. C'est est-ce que finalement, les enfants vont revenir à la lecture, vont revenir au support physique tel que nous les avons connus? C'est une question, je ne sais pas si
je ne sais pas si on est capable, si on doit donner la réponse ou finalement, est-ce que c'est l'avenir de lire? C'est une grande question philosophique aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as une réponse, David, là-dessus. Je crois qu'on va conclure sur cet élément qui m'a l'air très important, qui marque finalement ce corona va peut-être être une charnière générationnelle sur le support didactique et éducationnel pour la nouvelle génération. Alors, là, on peut essayer de se retourner vers l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Il y a eu de grandes révolutions pendant l'histoire de l'humanité. Je pense qu'une des grandes révolutions qui peut, je ne sais pas si on peut la comparer, mais qui peut être peut-être un point de repère, c'était l'invention de l'imprimerie. OK? Il y a le monde avant l'imprimerie et le monde après l'imprimerie. C'est-à-dire qu'avant l'imprimerie, la science, la connaissance, les connaissances étaient réservées à très peu de personnes. Après l'imprimerie, tout doucement, ça a changé le monde parce que les gens avaient la possibilité. Ça a mis du temps. Pas tout le monde a tout de suite appris à lire et à écrire. Pas tout le monde s'est servi d'un ordinateur ou de Zoom de la même façon. Mais ça a été une véritable révolution qui a permis à énormément de personnes au monde entier de rentrer dans un nouveau monde où la connaissance était ouverte à tout le monde. Je pense que quelque part, la révolution de l'ordinateur, de la façon dont on se sert de l'ordinateur ou des écrans actuellement est un petit peu aussi une véritable révolution qui change énormément de choses et qui va changer encore plus de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Avi. Cette période qu'on vit actuellement est une période charnière. Et on le voit encore plus maintenant avec le coronavirus qui nous a poussé encore plus vers les écrans. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que les écrans doivent nous dominer. On doit trouver le moyen de nous-mêmes dominer les écrans. Alors, pour notre génération, ça reste un petit peu plus compliqué, bien que je pense qu'on fait énormément d'efforts. Nous-mêmes, d'essayer de comprendre, de s'adapter à ces nouveaux outils qui sont les outils d'écran. Et surtout, même si on a peu de connaissances au niveau de ces nouveaux outils, être avec nos enfants dans le monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que savoir que si on est totalement déconnecté, ce monde va continuer d'exister et on restera en arrière et on ne comprendra plus nos enfants et on aura du mal à être en dialogue, à créer un véritable dialogue avec eux. Alors, ça ne veut pas dire que tous les anciens outils, comme la lecture, actuellement, je ne lis plus de livres. Moi, je suis passé à une lecture électronique. Donc, c'est possible aussi de voir avec nos enfants. D'ailleurs, il y a des recherches qui prétendent, je ne suis pas persuadé que c'est si valable, qu'actuellement nos enfants lisent beaucoup plus que ce qu'ils lisaient avant, parce qu'ils sont tout le temps en train de lire, même si c'est des textos, mais lire la lecture, au niveau de la lecture, ils lisent 10 fois plus qu'avant. Alors maintenant, il faut essayer peut-être tout doucement de revenir vers des lectures plus intéressantes et plus évoluées. Mais encore une fois, on ne pourra le faire, on ne pourra être conseil, on ne pourra être exemple pour nos enfants qu'à partir du moment où nous-mêmes nous le faisons, où nous-mêmes reprenons un livre, même si c'est sur l'ordinateur, même si c'est sur iPad, nous-mêmes nous reprenons un livre, la lecture, et si nous-mêmes on nous intéressons au monde de nos enfants. Il faut s'intéresser à nos enfants et à leur monde. Yasmine? Merci beaucoup. Excuse-moi, j'ai eu une conversation juste avant. Je crois que sur ces bonnes paroles, qui montrent un peu la responsabilité, j'allais dire, des deux générations sur cette crise très, très particulière que l'humanité traverse, et notre communauté aussi, et en Israël de façon particulière. Voilà, je crois que tout le monde te dit merci. Chazak, je crois que ça nous a permis, même si on n'a pas évidemment toutes les réponses, mais comme dans la tradition juive, le simple fait de savoir se poser les bonnes questions au bon moment. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais c'est très important d'être, comme tu l'as dit, d'être vigilant, d'être à l'écoute, de pouvoir échanger, d'ouvrir les portes, d'être avec un dialogue, parce que les enfants en ont beaucoup besoin, même s'ils ne le disent pas toujours, même s'ils ne s'expriment pas forcément.
Et je crois que c'est important aussi pour les parents qui eux-mêmes, de façon indirecte, traversent aussi cette crise, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, culturel et autres, parce qu'ils ont dû changer eux-mêmes aussi énormément de leurs références habituelles. Je crois que cette solidarité et cette écoute mutuelle entre les deux générations permettra de passer ce conflit, ce très long conflit, cette période très particulière d'une façon le plus agréable possible et sortir avec le moins de nésakim, le moins de problèmes. Et voilà, c'est ce qu'on peut se souhaiter à tous. Shavua Tov, et à très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Organisation sioniste mondiale. Vous pourrez suivre ensuite en différé nos différentes interventions et vous recevrez très bientôt de Yasmine notre prochaine rencontre pour la suite des événements. Merci beaucoup à David Gradovich. Bye David, toda rabba, toda David. Merci pour cette rencontre. Au revoir. Bye, Shavua Tov. Shavua Tov.